Le générique vous l'a certainement rappelé. Kivunabiso, c'est maintenant. Nous allons aborder les questions comme nous avons pris l'habitude de les aborder sur la République démocratique du Congo, particulièrement sur les difficultés endurées depuis plusieurs décennies déjà par les populations de la partie est de la République démocratique du Congo. Kivunabiso, c'est cette production de la radio-télévision nationale congolaise, mais que vous pouvez suivre sur plusieurs autres plateformes, une dynamique qui se forme, qui démontre davantage que l'âme congolaise est hors d'atteinte, quelle que soit la voracité des appétits de ceux qui envahissent la République, cette brigade avancée du Rwanda que l'on appelle l'AFCM 23. Et pour ce soir, nous allons aborder une question importante, un sujet qui nous préoccupe depuis la guerre avec les femmes, c'est des ravages, c'est des blessures parfois incurables. Nous allons aborder cette question sur ces plateaux et pour ce faire, nous avons deux dames avec nous sur ce plateau. Madame Pauline Farini à ma gauche. Bonsoir madame. Bonsoir Papa Eddy. Et à ma droite, nous avons Sarah Tamboué. Bonsoir madame. Bonsoir. En quelques secondes, madame Pauline Farini, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Je suis activiste de droits de l'homme, spécialement droits des femmes. Je suis point focal honoraire du mouvement Marche mondiale des femmes au niveau du Nord Kivu. Je coordonne aussi une organisation qu'on appelle Congo Notre Avenir. Et je suis une femme entrepreneur aussi. Voilà, donc Madame Sarah Tamboué, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Je suis initiatrice de l'organisation Change Your World, comme le nom l'indique, Change ton monde. Et je joue un rôle capital depuis plus de 4 ans maintenant dans le pourparler au niveau de la région, où nous représentons les populations affectées dans la région des Grands Lacs, mais particulièrement en RDC. Voilà, donc c'est avec vous que nous allons aborder cette question de la guerre avec les femmes, les ravages que la guerre fait sur les femmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous proposer cette chronique sur les conséquences multiples de la guerre sur la femme. 3 décennies de conflits dans l'est de la RDC, la femme congolaise continue de payer le prix le plus lourd. La résurgence d'IAM 23 soutenue par le Rwanda a ravivé une plaie qui ne s'est jamais vraiment refermée plusieurs années après. Pour beaucoup de femmes, c'est une violence qui recommence et des conséquences qui s'empilent. Des milliers de personnes ont fui. Dans ces mouvements de population, les femmes sont les premières touchées par la guerre. Leurs familles éclatent. Leur quotidien s'effondre, raconte l'initiatrice des Bold. Dans cette période de guerre, ce sont les femmes qui souffrent plus que les hommes. Je ne vais pas dire que les hommes n'en souffrent pas, non. Mais les femmes, elles en souffrent doublement parce qu'elles sont quelque part les garantes de la sécurité familiale. Et en allant en étant constamment déplacées, en subissant les affres de la guerre, avec les viols et tout le reste, les conséquences, les maladies qui viennent avec, c'est leur dignité qui est constamment bafouée. Dans le Nord Kivu, comme dans le Sud Kivu, aujourd'hui sous occupation, les récits se ressemblent. Femmes violées, femmes brisées, douleurs accumulées. Un mot revient dans chaque témoignage, la paix. Parce que je préfère croire en la paix plutôt que croire en la guerre. Je pense... Notre histoire, elle est très sombre. L'histoire de l'Est de la RDC, c'est une histoire de terreur, c'est une histoire d'être prêt à partir, c'est une histoire de déplacement constant, c'est une histoire d'une identité qui se reconstruit au fur et à mesure. On a énormément de défis. Mais autant nous aimons notre pays, autant nous aimons nos villages, nous aimons nos populations, nous nous identifions ici à... notre terre, c'est là où nous sommes, c'est ce qui nous identifie et nous espérons qu'un jour le sang va arrêter de couler. Il y a lieu et c'est impératif que cela arrête de couler. Et pour nous, pour moi principalement, je préfère croire en la paix que croire en la guerre. Pour les futures générations, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins et pour qui viendra après. Parce que le Congo doit être reconstruit et parce que je pense aussi que c'est très possible. Et que ce Congo puisse se relever, que nous puissions nous reconstruire
dans un environnement paisible. Alors qu'ils étaient à la recherche des moyens pour la survie de leur famille pour certaines, et d'autres pendant la guerre et les déplacements, des milliers de femmes disent avoir été victimes de violences sexuelles de la part des rebelles du M23 et de leurs alliés. Cette survivante que nous avons rencontrée en témoigne. Kisha kukata bisamuni, tunaanza kurudia, juba alitufungulia njia mapande ya saa 10. Tukesema umwe tukamate henye tutakamata turudie. Mkurudia sasa benzangu walibakiaka nyuma, wamama 2. Kisha na mie na mwingine tulikuwa kafasi moya, tuketwala chakula tukianza avance. Mkufika mbele tukasikia sasa basoda banatokea nyuma ya bazalendo wanatuambia tuko na bambia msiende huku kufasi ya fujo hamusikie. Beba mbakia nyuma yenu kwa saa hii sijue kama bataishi wala kama habaishi. Juu bamebatenda kitendo kenye hakistahili. Kisha apre pale tukaona sasa bana basekurire wale wanamke 2 banabaleta hapa kwa hospital general. General bakabatrete bakarudia kwa manyumba zao. Benye balibasaidiaka kimatunzo ni MSF na benye balibatendiaka kile kitendo cha ubakaji ni M23. Malgré ces décennies de violence, malgré les déplacements, malgré les deuils interminables, la femme congolaise reste debout, résiliente et attachée à l'idée d'un avenir meilleur pour ses enfants. Le gouvernement de la RDC affirme vouloir placer la justice au centre de son action pour le retour d'une paix durable dans la région de l'Est de la RDC. Faire entendre les victimes, réparer et poursuivre les auteurs. Un jour de guerre, c'est 1000 nuits de souffrance que portent encore et encore les femmes. Madame Pauline, vous suivez ces images, elles sont écœurantes, mais malheureusement, ce sont des images qui ont pris l'habitude de se répéter depuis près de 30 ans. Oui, papa, il dit, c'est vraiment des images. Quand vous voyez à la télé, hein, vous voyez, c'est la télé. Mais il faut vivre ça, là, vous allez encore fondre, vous allez encore faire couler des larmes. Moi, j'ai eu à vivre ça avec d'autres femmes. C'est vraiment écœurant et on dort, on se réveille chaque jour, on se dit ça doit finir. Et c'est dans ça que nous travaillons chaque jour. Dans nos espaces de pouvoir, nous les femmes, nous disons, même si ça continue encore aujourd'hui, mais nous savons que le lendemain sera encore meilleur. On se bat pour que cela prenne fin. C'est la foi et la résilience qu'il faut. Madame Sarah Tamboué, quand vous regardez ces images, vous vous sentez vous-même blessée? Oui, certainement. Pas seulement blessée, mais ça me fait revivre ce qui n'a pas été filmé et ce qui ne peut pas se faire filmer. Parce qu'on a vécu dans ça, on a vu ça, on a secouru les femmes, pire encore les enfants. Et revivre ces images, en fait, pour moi, c'est juste un rappel. Donc, je me sens sur les liens. Ce qui fait qu'on en parle. On est là, on en parle tout le temps. Mais l'idéal n'est pas de rester dans les images, de continuer à en parler, mais de vraiment se réveiller un jour et dire, voilà un jour nouveau, où il n'y a plus le cri ni des larmes, on n'entend plus le bombe, on ne sait plus fuir parce qu'on est chez nous et c'est chez nous on doit rester. Vous suivez cette marche pénible des femmes qui quittent leur village, qui quittent leur ville pour aller se mettre à l'abri. Vous avez dit que vous êtes point focal honoraire de la Marche mondiale des femmes. Est-ce que vous pensez que le plaidoyer a été suffisamment fait et que le message a été entendu à l'international ou au niveau national? Vu tout ce qui est en train de se passer actuellement, on se dit, bon, même si le plaidoyer a été fait, ou ça a été entendu, mais ça n'a pas bien été entendu. Parce que cette guerre, même au niveau international, on n'en parle pas. On n'en parle pas comme la guerre de l'Ukraine, comme à Gaza. Non, non. Donc, pour dire qu'au niveau international, cette guerre est vraiment oubliée. Et c'est à nous, au niveau national, de faire un effort d'en finir. Parce qu'on se dit, ce n'est pas l'homme blanc ou soit l'international qui viendra mettre la paix, ou soit qui viendra
dire que je mets la paix sur la situation qu'elle n'a pas vécue. C'est nous qui vivons ça. Nos autorités savent qu'il y a un coin de la République qui la population souffre. Donc c'est à nous, c'est à nos autorités de voir comment d'abord mettre fin à ça, comment en parler, comment discuter entre eux pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas au niveau international qui viendra nous dire « bon voilà, finissez la guerre, terminons la guerre et rentrez chez vous ». Voilà, Madame Sarah Tamboué, dans Change Your World, c'est ce que tu as dit, l'organisation. C'est quoi la philosophie? Quand vous parlez de changer votre monde, comment vous guidez le plaidoyer sur quel message vous apportez à ces femmes en cette situation de détresse? Bon, l'idée part un peu de ce que vient de dire ma collègue, Madame Pauline, c'est que nous sommes nous-mêmes l'œuvre du changement que nous voulons voir dans notre pays. Donc, pour commencer, nous avons vécu, nous continuons à vivre les violences et nous savons combien la paix est importante pour notre pays. Ce qui est très désolant et qui fait encore plus mal, bien que nous continuons, et moi je suis très surprise de voir qu'il y a une telle initiative. Donc, toutes mes félicitations et vraiment nos remerciements au ministère de Médias parce que trouver l'espace qui aujourd'hui mettra en avant les questions qui se passent sur terrain, c'est vraiment une de voix qui permettra de faire entendre non seulement au monde entier, mais d'abord au niveau national, où nous voyons que certains médias ne comprennent pas, ne captent pas qu'est-ce qui se passe sur terrain. Donc, pour en revenir à la question, notre organisation en soi travaille sur ce rôle-là, où longtemps on a crié victime, mais aujourd'hui nous présentons comme acteurs et actrices. Nous sommes le partenaire direct du changement. Donc, faire les choses sans nous, malheureusement, ça revient à 30 ans de l'histoire, où il y a eu, je ne sais pas, Sun City, il y a eu, aujourd'hui nous avons Doha, nous avons Washington comme processus, mais sur ces tables-là, je doute qu'il y a une femme qui a été violée, je doute qu'il y a une femme qui a été déplacée ou une famille qui a été déchirée. Seules ces personnes comprennent la priorité et l'urgence d'avoir une paix durable. Et peut-être c'est vers là que nous continuons à mener nos plaidoyers parce que nous, notre idéologie ou ce que l'organisation porte comme valeur, c'est vraiment d'être au centre de la solution et du changement que nous voulons voir. Dans les actions qui sont menées, les femmes sont à la fois victimes, mais aussi à côté des bourreaux. Ces bourreaux qui occupent les territoires de la République démocratique du Congo, qui commettent des massacres, qui violent les femmes, ont curieusement des compagnes et des femmes avec eux. Comment vous concevez qu'une femme qui vit avec un homme aussi cruel que celui-là peut-être, quel discours vous pouvez lui apporter pour qu'il change, pour qu'il influence positivement son mari? Comment pensez-vous que c'est possible? Quel discours vous pouvez lui amener? Premièrement, d'abord, les femmes qui vivent avec des maris, avec ces bourreaux-là, peut-être qu'ils ne savent pas que son mari est aussi bourreau. Ah bon? Il y a plusieurs femmes qui ne tolèrent pas la violence. Soit la femme ne connaît pas ce que fait son mari, soit elle est complice aussi. Et à toutes ces femmes qui savent que mon mari est M23, mon mari est dans la FEC, je ne sais pas, c'est juste de montrer à vos maris les conséquences, les sons des Congolais. Je ne pense pas qu'il peut y avoir une Congolaise qui sort avec un M23. Certainement, ça doit être une Rwandaise. Mais une Congolaise qui sort avec un M23 ou un agresseur, je suis en train de leur dire maintenant là, Bandougu, Betou, Banamouké, Moussissaou, ça fait 30 ans, nous tout qu'on a subi ma viol. Josie Banamouké, Toulisha, économie, tout chaque fois faible, Djouya ou les moutumonio qu'on a épembeni. Et aussi, à partir, il y a les changements, il y a comme on a sensibilisé, bon, qu'on a épembeni, à toquer les mouvements. Il y a quoi aussi changement, début à changement, on a sensibilisé, bon, on a atteint à sensibiliser mon guinée. Mais je ne pense pas, papa il dit qu'il peut y avoir une Congolaise, vu toutes ces atrocités que nous avons subies, sortir avec un agresseur qui sait qu'il a tué mes frères, il a tué mes enfants, il a tué mes soeurs, mes cousines. C'est possible. En tout cas, ça ne peut se comprendre que ce soit une Congolaise qui participe à martyriser
d'autres Congolaises avec une telle cruauté? Je crois que vous pouvez avoir raison sur cette question. Madame Sarah Tamboué, les femmes qui ont connu des violences atroces, est-ce que vous les pensez récupérables? Bon, personnellement, je dirais récupérable, c'est... Je ne sais pas dans quel contexte, mais je suis de celles qui pensent que même autour du Fonarev, il y a beaucoup à intégrer ou à revoir, surtout quand on parle de la réparation, parce que je me dis, on apprend à vivre avec à travers la résilience. Mais réparer une femme qui a connu l'invivable des Limans, je ne pense pas que tu arrives à oublier. Tu peux arriver à vivre avec, à comprendre et peut-être à faire des efforts pour que d'autres femmes ne passent pas par là, mais dire que tu vas oublier. Et c'est là même que nous lançons, nous peinons dans notre travail, parce que nous parlons de la guerre, mais est-ce que nous avons parlé après la guerre? Il y aura combien de familles, de femmes, de cœurs, des esprits déchirés? Donc moi, je pense que réparer une femme qui a été violée, même un enfant qui a été séparé 10 ans de sa famille, comment tu ramènes les 10 ans dans sa vie? Ce n'est pas à travers 10 millions, même 100 millions de dollars. C'est une histoire qui déchire. Et quand on parle de la guerre, il est important de mettre ça dans nos esprits, que ce que la guerre amène, il n'y a rien qui vient réparer. On apprend à vivre à travers la résilience et on travaille tous pour que ça n'arrive plus, parce que ça coûte énormément. C'est des vies, c'est des rêves déchirés qu'on ne peut pas retrouver. C'est des rêves déchirés. Madame Pauline Farini, ce sera quand la prochaine marche internationale en République démocratique du Congo, la marche des femmes? Est-ce qu'on peut espérer avoir une nouvelle marche en RDC sur ces questions? Parce que les difficultés continuent et les violences n'ont pas baissé d'un cran. Oui, c'est un plaidoyer que la coordonnatrice nationale de la Marche mondiale de femmes a d'ailleurs fait au courant de cette semaine. Et on en a même parlé lors de la réunion d'aujourd'hui du lancement des 16 jours d'activisme. On a vraiment trouvé l'intérêt que cette marche-là puisse avoir lieu en RDC. C'est encore des plaidoyers que nous sommes en train de mener au niveau international. Ça ne dépend pas de nous. Si ça dépendait de nous, on allait déjà le faire directement. Mais nous croyons que les femmes au niveau international vont mettre aussi l'accent sur la situation sécuritaire en RDC. Mais parce que vous échangez avec le système des Nations Unies et tout ça, est-ce que le 25 novembre, ça coïncide avec ces 16 jours d'activisme, chaque année, on revient sur ça, contre les violences et tout ça. Et chaque année, il y a des femmes violentées, des femmes violées, des femmes massacrées dans la partie est de la République démocratique. Est-ce qu'il y a une façon de donner une nouvelle dynamique ou une autre perception de ces jours d'activisme en République démocratique du Congo? Oui, je pense que c'est surprenant que vous en parlez, parce qu'il y a de cela 3 jours qu'on discutait dans une plateforme de femmes où on s'est dit, ça c'est un programme, oui, Nations Unies, notre pays est aussi membre, mais il ne faut pas attendre que la coordination soit vienne nous dire, écoutez, en RDC, vous avez longtemps souffert, cette année, on pense faire ça. C'est à nous, les femmes, de dire cette année, nous en avons marre, nous ne pouvons pas revenir sur le slogan. Ce que nous allons tous faire, c'est peut-être dire pas de 16 jours d'activisme sans paix en RDC. C'est à nous de trouver le moyen pour mettre la pression à tous ceux qui ont un rôle à jouer, de comprendre que nous sommes fatigués. Mais si on continue à le faire comme si tout était normal, je ne vois personne n'est pas dormir chez lui pour venir nous dire, écoutez, faites ça. C'est à nous-mêmes de remonter ça. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire actuellement dans les plateformes de femmes pour voir quel format il faut apporter cette année, parce que c'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir, c'est un point de vue que vous partagez. Oui, c'est un point de vue. D'ailleurs, moi, je félicite encore l'organisation de cette émission. Ouais. Parce qu'apparemment, bon, la plupart, pas seulement des femmes, mais des Congolais, surtout vivant, pas dans les zones occupées,
ne connaissent vraiment pas ce que subit la population qui est de notre coin. Parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on est passé à l'émission Congo Téléma pour annoncer une grande marche qu'on devrait faire contre la balkanisation de la RDC. Vraiment, on n'a pas vu la population se mobiliser pour venir faire cette marche-là. C'est comme ça on réfléchit toujours avec d'ailleurs les autres mouvements des femmes pour dire, nous peut-être entre nous femmes, on peut se lever, on sort à la rue, on se dit, bon voilà, on est fatigué de cette guerre, on est fatigué d'être violés, on est fatigué de devenir des chefs des ménages à cause de cette guerre qui nous est imposée depuis très longtemps. On doit sortir à la rue. C'est d'ailleurs aussi une réunion qu'on a eue, on s'est dit, 16 jours d'activisme, bien sûr, ce sont des jours que l'international avait juste proposés, mais ce n'est pas ce que nous vivons, parce que chaque jour, nous célébrons les 16 jours d'activisme là, mais nous ne trouvons pas de changement. Alors, on doit vraiment changer d'autres façons de faire, d'autres façons de voir ces journées pour qu'on aboutisse au moins à un résultat. On aboutisse au moins à un résultat. Les violences faites aux femmes sont aussi utilisées comme armes de guerre. Nous allons aborder cette question avec ses multiples facettes, mais avant tout, nous allons prendre cet extrait de la réflexion de Madame Justine Massika sur les viols comme armes de guerre. La chance de pouvoir discuter avec certains groupes armés, puisque en RDC, surtout la partie Est, il y a plusieurs groupes armés, les groupes armés étrangers et les groupes armés congolais qui détruisent, qui violent, donc il y a, je ne sais pas comment décrire la situation que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, il y a maintenant le pays voisin qui nous agresse en passant par un groupe armé qu'on appelle le M23. Et là, quand je dis que ce que nous vivons, ce qu'on fait aux femmes, ça dépasse les naturels. Puisque là, les différents partis au conflit nous avaient dit, lorsque nous sommes allés pour leur poser la question, la femme c'est ta mère, c'est ta soeur, elle t'a porté pendant 9 mois dans son sein, et pourquoi tu l'as détruit? Ils ont dit, la femme est sacrée, l'homme voit sa valeur, l'homme voit sa force à travers son épouse, et une fois son épouse est abusée, il se voit sans force. Et c'est pour cela que nous gagnons la guerre, puisque une fois qu'on a détruit les femmes, les hommes sont sans force. Les femmes, lorsqu'elles sont abusées, elles se voient qu'elles n'ont plus de valeur et qu'elles ne peuvent plus rien faire. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'elles nous arrivent, elles nous disent que moi, je vais mourir puisque là, je n'ai plus de valeur. Mais avec notre accompagnement, elles se disent, nous sommes des personnes à part entière et nous pouvons continuer. Donc, ce que nous faisons, c'est de pouvoir leur apprendre les métiers. Surtout, ce que nous visons, nous disons que c'est la thérapie de groupe, qu'elles puissent se parler. Puisque lorsqu'elles se parlent, elles voient que je ne suis pas la seule à pouvoir vécu ça. Les autres sont là et nous devons continuer ensemble. Aujourd'hui, on a même changé la stratégie. On ne fait pas seulement la prise en charge des enfants et des femmes, mais on fait une prise en charge communautaire. Puisqu'on a vu que c'est un problème qui est maintenant au sein de la communauté et il faut accompagner toute la communauté. Donc l'accompagnement psychologique, c'est maintenant communautaire. On voit tout le monde. Ce n'est pas seulement les viols, mais aussi il y a la guerre. Ça fait 30 ans que nous sommes en guerre. Donc c'est tout le monde qui est traumatisé. On ne peut pas se limiter seulement aux femmes et aux enfants. Vous avez suivi Madame Justine Massika. À la suivre, hein. La première question qui me revient, c'est sûr, c'est qu'elle a dit la thérapie du groupe. Elle pas de la thérapie du groupe, mais vous voyez une femme qui a été violée, le poids de la culture, comment elle le dit à sa communauté pour guérir. Comment ça se vit, cette thérapie du groupe, quand vous... Madame Pauline? Oui. Comment cette thérapie de groupe dont parle Madame Justine Massika, comment ça se vit? Quand vous sentez que ce problème que j'ai, ce n'est pas seulement moi seule, il y a celle qui est à côté de moi aussi a vécu ça. Il y a aussi l'autre qui a vécu ça. Et vous faites cet échange d'expériences, ça renforce encore cette estime de soi. C'est comme ça que vous le concevez aussi?
la thérapie du groupe dont parle Madame Justine Masika? Bon, je pense que c'est dans le même cadre. Ce qui est aussi peut-être à souligner, c'est que les violences lors des affrontements ne se font pas seulement à une seule personne. C'est fait vraiment en groupe. Donc, vous savez reconnaître qu'il y avait 15 femmes au puits ou 20 femmes au village ou dans un quartier. Elles ont tous été violées. Et venir en groupe ou suivre l'accompagnement, la prise en charge en groupe, elle est impérative parce que sinon, on a été toutes victimes. Mais aussi, je voulais un peu m'atteler sur l'approche de cette guérison communautaire qui n'est pas seulement limitée sur les personnes, un peu d'une manière individuelle, mais par rapport même à la guerre. Je pense le 27 janvier, 28, 20, 30, je dirais 2025, ces 3 jours, c'était l'horreur pour la ville de Goma. Et je suis très sûre qu'il y a beaucoup de monde qui en souffre encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut amener une prise en charge sur le plan santé mentale dans la ville de Goma, ça ne ciblera pas 2 ou 3 quartiers, mais vraiment prendre en compte toute la ville. Et ce qui fait de cette approche une approche communautaire. Une approche communautaire, c'est très bien. Maintenant, comment l'on devrait concevoir, comment la population devrait concevoir ce concept viol comme arme de guerre? On en parle, Madame Justine Masika a essayé d'en parler. Comment vous-même, vous pensez que la population devrait concevoir cette idée du viol comme arme de guerre? Je pense que de l'expérience et tout ce qu'on a vécu sur terrain et continue à se vivre, c'est qu'un enfant, moi je prendrais l'exemple plus des enfants ou de jeunes qu'on a plus accompagnés, qui sont sortis dans les forces groupes armés et qui nous ont dit, c'était choquant, mais qui sont allés parce qu'ils se disaient ils doivent apprendre pour qu'un jour il arrive à venger sa famille parce qu'il a assisté comment on a violé sa mère ou sa sœur. Donc on a dit c'était pas, mais ça reste une arme qui est aussi utilisée. On se dit, si je te tire d'ici, c'est fini ton histoire. Mais si je viole, c'est une histoire qui commence. C'est une destruction que je viens de planter et qui va enchaîner 5-10 personnes autour pour créer une vengeance et parfois qui maintient un cycle de conflit par vengeance. Les gens veulent se venger. Et quand tu remontes, on te dit, ma sœur a été violée en ma présence, mes parents, par exemple. Et on a compris que ça faisait partie de stratégies de guerre pour maintenir ces cycles de violence d'une partie. C'est vraiment très instructif ce que vous venez de dire. Oui, pour compléter, Sarah. Et aussi, quand on me viole, on m'introduit des histoires tranchantes dans mon vagin pour arrêter ma maternité. C'est aussi une arme de guerre. Donc, on ne veut plus que je puisse procréer. Et on m'affaiblit et physiquement et mentalement, même du point de vue productif, je ne serai plus productive parce que c'est vraiment ça m'anéantit. Et ce que Maman Justine vient de dire, donc nous essayons de relever, de sensibiliser les femmes, de soigner, raison pour laquelle Sarah a bien dit qu'après-guerre, ça sera vraiment, je ne sais pas quel mécanisme après-guerre pour soigner des femmes, parce que même celle qui n'a pas été violée, psychologiquement, quand il voit sa sœur, sa femme être violée, c'est déjà une arme de guerre. Une arme de guerre et elle est très destructive. À comprendre ces idées que vous venez de développer sur ce plateau, est-ce que vous avez des informations du type sur les zones occupées, y a-t-il des mécanismes de prise en charge de ces différentes femmes violées, des organisations sur place ou du système? Est-ce qu'il y a un mécanisme mis en place pour prendre en charge ces femmes violées? Ils ne peuvent pas mettre ce système-là parce qu'eux se disent qu'il n'y a pas de viol. Ils se cachent en fait. Mais il y a des hôpitaux qui sont là. Quand une femme est violée, il part sans informer sans informer sa famille. Il part en cachette en fait dans un centre de santé. Il y a beaucoup de centres de santé qui prennent en charge les femmes violées. Mais mécanisme formel tel quel n'existe pas parce que
les Rwandais disent qu'il n'y a pas de viol et ils sont venus libérer soi-disant et tout. Donc, ils ne peuvent pas dire que, bon, voilà, il y a un système pour eux. Ils sont venus libérer donc les pays, cette partie de l'Est. Il faudrait que les organisations continuent à documenter les différents viols pour que, d'une manière ou d'une autre, la justice reprenne en charge ces auteurs où qu'ils se trouvent. Mais est-ce que vous pensez que la place de la femme est bien réservée dans les différents processus actuels de restauration de la paix dans la partie est de la RDC? En tout cas, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce que le nombre de femmes victimes, le nombre de femmes qui secourent d'autres femmes en tant qu'actrices, le nombre de femmes qui crient la paix et le nombre de femmes, pour moi, je dirais si... D'ailleurs, avec qui on a eu beaucoup à travailler, on continue à travailler à la ministre des Affaires étrangères. Si elle n'a pas vraiment prouvé, vraiment à la hauteur internationale de quoi elle était capable, je suis très sûre qu'elle serait déjà écartée. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons malheureusement et qui fait très mal, c'est que le processus de paix sont tellement politisés qu'à chaque niveau, on voit la politique, qu'on ne voit pas la souffrance des populations. Et je pense que c'est ce qui écarte plus les femmes. Les femmes mènent un grand travail sur terrain. Moi qui vous parle, j'ai eu des expériences sur terrain très choquantes. Je suis allée vers presque tous les acteurs et vraiment en mettant ma vie en péril. Mais ce qui est désolant, c'est que parfois, même dans le pourparler, il faut qu'on en parle, hein, parce que c'est notre pays. J'aimerais bien en parler en lingala, si je peux bien m'exprimer, parce que moi, je suis toujours d'option qu'il faut guérir le plaie à l'interne. Je pense que ça va rester en famille. C'est que Eza Soni na rencontre nous sur Salé Malibanda, que RDC parfois est inda ka représentant on a ba koma kutu gomate, ba yebi kutu ba réalité te. Tozo mona ba rapport mususu, tu sens que mutuake kuna zo tâtonner nae, alors que c'est sur la vie de nos frères, sur la vie de nos sœurs et de nos enfants. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a un grand travail à faire, non seulement pour faire participer la femme congolaise, mais vraiment la femme qui comprend de quoi il s'agit et qui va vraiment ramener... je sais que déjà le ministre des Affaires étrangères essaie de faire son mieux. Je sais que le ministre des Médias, à travers ses programmes où on est en train de mettre la voix de la femme en avant, ça fait partie. Mais l'idéal, vraiment, c'est d'amener les hommes, les influencer à la prise de conscience. Les résolutions sont signées, les accords, mais quand vous voyez sur le terrain, ça n'a rien à voir parce qu'il n'y a pas ces liens, en fait. Donc, il faut vraiment renforcer la participation de femmes dans tous ces pourparlers, je pense, Doha, Washington et tout ce qui viendra après. Mais Madame Pauline, comment alors créer ce lien? Parce qu'à entendre Madame Sarah, le problème est politisé à tous les niveaux. Il faudrait avoir une autre dimension qui mette en lumière ce qui s'est fait au niveau de la société civile et comment rapidement guérir ces différentes difficultés qui se présentent. Comment pensez-vous aussi que la femme peut être intégrée ou elle peut joindre ce processus en place pour la restauration de la paix? À quel niveau et de quelle manière pensez-vous qu'elle peut être associée aux efforts pour la paix? Je remercie encore l'émission Kivunabiso de nous donner cet espace. Et j'espère que la plupart d'autorités suivent aussi cette émission. Donc, c'est un plaidoyer qu'on est en train de profiter aussi de faire à ce niveau. C'est la femme, pas politicienne, hein, la femme, acteur de la société civile, qui maîtrise très bien les contextes depuis le début de cette agression rwandaise jusqu'à aujourd'hui. Moi, je parle d'abord de mon exemple. Je suis une déplacée ici au niveau de Kinshasa. Chez moi, c'est à Goma. Mais malgré ça, je continue toujours de suivre tout ce qui se passe parce que c'est chez moi, parce que je rêve de retourner chez moi un jour. Je connais chaque coin et recoin, je connais ce qui se passe, je connais. Mais quand on va négocier pour ma paix, on ne m'associe même pas, on apprend seulement. Voilà. Quand vous allez lire ce qui est écrit, tu te dis, mais
est-ce qu'ils savent au moins qu'il y a eu ça? Est-ce qu'ils savent au moins à telle date il y avait ça? Est-ce qu'ils savent au moins il y a telle personne qui avait fait ça? Donc, je viens encore renforcer ce que Sarah vient de dire. S'il y avait des femmes dans ces tables-là de négociation, qu'il y a eu toutes ces négociations, s'il y avait au moins des femmes qui ont vécu, qui encadrent des victimes et qui sont même victimes, peut-être qu'il y aurait déjà une solution. On aurait déjà avancé dans des pourparlers, ou soit on aurait déjà trouvé une solution pour cette paix. Bientôt, on veut faire 1 année. Moi, ça fait 10 mois maintenant que je suis ici à Kinshasa. Je ne sais même pas ce qui est en train de se passer parce que quand on va négocier, même pas nous dire, bon voilà, on veut aller négocier pour ça, voilà ce qu'on a trouvé. Rien du tout. Et ça, est-ce que vous ne faites pas peur? À BBC, hein, et en plus, vous comprenez? Ils ne maîtrisent pas ce qui se passe dans cette maison-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça va être compliqué, vous qui êtes directement visés, parce qu'il faut négocier avec ceux qui vous ont fait du mal? Vous ne trouvez pas qu'il est beaucoup plus aisé pour eux de discuter avec, pas directement ceux qu'ils ont fait mal, mais avec ceux qui les dirigent? Par contre, si vous dites la vérité à ceux qui nous ont fait du mal, ils seront peut-être flexibles et dire et reconnaître que oui, on a tort, oui, on sait qu'on avait fait ça, oui, on sait qu'il y a eu ça. Et là, ils ne pourront pas discuter ou soit négocier ce qui est innégociable. Voilà, donc, c'est ce message que vous entendez ici de Mme Pauline Farini et de Sarah Tamboué. Dans le cadre de cette émission Kivu-Nabiso, nous avons parlé de la guerre et de son impact toujours négatif sur les femmes. Nous allons boucler, mais avant de boucler, justement, nous allons prendre un extrait du président de la République qui s'adressait aux jeunes de ces partis sous occupation. Ensuite, nous reviendrons pour que vous fassiez les recommandations, si vous les avez, sur comment vous pensez qu'il est mieux de faire pour que la paix revienne avec la totale implication des femmes. À vous, jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Massissi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. L'avenir n'est pas compromis, il se construit avec vous et pour vous. C'est le président de la République qui le disait aux jeunes, mais ces jeunes-là, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons. En guise de conclusion, comment pensez-vous que la justice devrait s'occuper de ces voyous qui ont érigé le crime en mode de gestion dans les partis sous occupation? Moi, j'apprécie toujours ce que le docteur Mukwege dit, hein, il n'y a pas de paix sans justice. Donc, pour que nous puissions avoir une paix durable,
il faut que la justice aussi fasse son travail. Et en installant, bien sûr, la justice transitionnelle aussi qui répare vraiment à tous les niveaux de victimes. Je pense que notre justice aussi devrait vraiment beaucoup plus travailler avec d'autres ministères, bien sûr, oui, pour ramener cette paix. Donc, à traquer les bourreaux, comme ce qui était, moi je félicite même les chefs de l'État qui, dans son implication de la mise en œuvre de la justice transitionnelle au niveau du Congo, et aussi ce qui s'est fait avec l'ancien président Joseph Kabila, avec Corneille Nangaa et tout. Moi, je pense que ça peut servir d'exemple aux autres bourreaux de voir que c'est dans quoi nous sommes impliqués. C'est pas une petite affaire. C'est vraiment toute une nation que nous avons vraiment cauchonnée. Oui, la justice dissuasive. Vous pensez que c'est possible, encore que ces gens-là sont en train de perturber l'appareil judiciaire en y insérant de nouveaux magistrats qui ne sont pas reconnus par la République. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité que la justice rétablisse les victimes dans leurs droits et que le bourreau soit à des endroits appropriés? Bon, c'est possible parce que, mais je pense que l'essentiel, c'est que, est-ce que la justice comprend les travaux qu'il y a à faire? Parce qu'en parlant de la justice, c'est un grand travail qu'il faut faire. Comprendre toutes les victimes ne voudront peut-être pas accuser le bourreau, mais elles voudront quelque chose d'autre. Est-ce que la justice est auprès de processus en cours? Est-ce que la justice comprend la documentation actuelle? Est-ce qu'elle comprend un peu la dynamique autour du conflit? Parce que c'est ça que la justice viendra réparer. Et quand nous voyons parfois les sorties autour de tout ce qui se passe et qu'on n'entend pas vraiment la justice prendre un peu son rôle comme il s'y faut et comme on attendrait, on se pose aussi des questions. Mais ce qui est sûr, c'est que si la justice se relève au niveau, au-delà même du défi qui est présenté, parce qu'il y en aura trop, il y en aura trop comme réclamation. Si la justice se comporte vraiment en qualité de la justice attendue par ces populations, je pense que c'est possible que la justice fasse partie d'une solution, bon, je ne dirais pas réparatrice, mais qui ramènera la victime à une résilience personnelle ou communautaire après avoir été rendue justice. Sarah Tamboué, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pauline Farini, merci d'être venue de temps en temps. Merci. On vous appellera pour parler de ces questions. La guerre est une mauvaise chose, c'est un euphémisme. Beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos mamans, beaucoup de nos jeunes filles vivent des moments difficiles et nous pensons que la justice viendra réparer cette question. Kivunabiso, pour ce soir, nous en avons fini. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.